atelier qui s'occupe de toute la partie un peu ingénierie par rapport aux data, l'électronique, la mise à jour des tableaux de bord, du banc de puissance, la fabrication de faisceaux électriques, du faisceau électrique de la moto, qui est en plusieurs morceaux, très complexe, et qui sur les courses s'occupe de la broche avant, c'est lui qui débroche la roue avant. Jude, c'est un de nos bénévoles, donc là vous avez un salarié, vous avez un bénévole. Jude qui est avec nous depuis nos débuts, qui lui s'occupe de l'accueil des partenaires, donc quand vous venez, vous le connaissez, il est partout. Je lui donne mon téléphone, il s'occupe de tout, et c'est vraiment le factotum, celui qui est partout, et il peut aussi participer à des opérations mécaniques, surtout sur les séances d'essai. Donc là, on va faire au ralenti, vous montrer les systèmes de démontage rapide de la moto, parce que ça intéresse toujours beaucoup de monde. Donc on va faire au ralenti, vous montrer doucement comment ça fonctionne. Donc on va déjà se mettre sur la roue arrière. Donc Alexandre va... Donc là vous avez Hans normalement, donc c'est pas juste, c'est Hans qui béquille la moto quand le pilote arrive. Alexandre, normalement c'est Benoît, qui débroche la roue. Non, pardon, juste avant. Là, ça prend un petit peu de temps parce qu'on est sur un pistolet électrique. Nous avons évidemment des pistolets pneumatiques sur les courses. Là, c'est pour ça que c'est un petit peu long. Normalement, ça va plus vite que ça. Donc, après, Hans, toujours, retire la roue. Voilà. Il la remet. Et on rebranche. Alors, maintenant, on va expliquer comment ça marche. Parce que pour que ça s'enlève aussi facilement, que ça se remette aussi facilement, on va venir vraiment plus près du système. Est-ce que Mike est là? Est-ce qu'on a un pilote? Non. C'est pas grave. Alors, quand le pilote arrive, déjà, donc, quand le pilote, c'est une opération importante. Quand il arrive sur ravitaillement, il doit conserver l'embrayage ici. C'est très important. Et quand il descend, il est là. Il attend que la roue soit sortie pour lâcher l'embrayage. Parce que, regardez le système. La roue, elle est bloquée. On enlève. Donc là, vous avez ici, si vous pouvez vous approcher là, approchez-vous. Vous avez ici donc une pièce qui est ouverte. C'est cette pièce-là. Ici, vous avez une étoile. Donc vous pensez bien, c'est-à-dire on va embrayer. Ah non, c'est bloqué. C'est plus facile avec la roue. Voilà. Donc là, si la moto s'arrête comme ça, on ne peut pas sortir la roue. D'accord? Il faut vraiment ici que la roue soit positionnée par là. Donc vous avez ici un repère jaune. Donc Hans, quand la moto arrive, il regarde. Si le repère est là, il va tourner sa roue pour l'aligner vers la partie où il ne verra plus que la partie noire ici. Donc vas-y, remets la roue, on va le voir. Et tout ça pendant que le pilote reste en V. Ouais, mais ça va super vite. Hein. Donc là, vous voyez ici, si vous le mettez ici, on voit. C'est là que c'est ce que va regarder le ravitailleur. Il regarde ça. Donc quand la moto arrive, voilà, la moto arrive comme ça. Donc là, elle s'arrête. Là, il va la tourner et il va sortir sa roue. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du système. On va renlever la roue parce qu'il n'y a pas que ça. Cette pièce, elle fait aussi que la roue est jamais légèrement en travers pour enfiler la. Ça peut pas être en travers. C'est ça qui fait ça. Ouais. Si elle peut pas être en travers, vas-y, retire la roue. Elle peut pas être en travers. Ici, tout est calé. Vous avez des repères, des entretoises. Et vous avez évidemment le frein arrière. Le frein arrière est là. Vous avez des aimants qui permettent d'avoir les plaquettes vraiment qui restent en place. Alors, les aimants, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, ça demande beaucoup d'entraînement. Parce que si vous êtes un peu trop sec, un peu trop brutal, la plaquette va quand même se mettre de travers. Il faut vraiment, et alors avec Hans, on va toucher du bois, mais avec Hans, on n'a jamais eu ce problème-là. Mais c'est tendu. Et à l'entraînement, on a le problème parfois. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne énormément. Et donc il faut être vraiment très fin quand on lève la roue et quand on la remet. Voilà. Ça marche toujours un petit peu moins bien à l'entraînement qu'en course, parce que à l'entraînement, la moto est froide. En tout cas, tous ces systèmes-là n'ont pas roulé. Alors, vous savez que les pièces mécaniques se changent en fonction de la température, elles se dilatent. Donc, vous n'avez pas les mêmes cotes de pièces quand la pièce elle est à 100 degrés ou si elle est à 20 degrés. Donc, tout est conçu pour quand c'est chaud.
Donc quand on s'entraîne à froid, c'est plus compliqué, plus difficile. Raison pour laquelle parfois, quand on fait des entraînements sur des salons, comme on l'a fait à plusieurs reprises, au salon de Poitiers par exemple, ça peut être un petit peu délicat parce que c'est quand même pas conçu pour être changé quand les pièces sont à 20 degrés. Mais en même temps, c'est un excellent entraînement. On va remettre la roue. Pardon, au cas où on ait un problème d'étrie arrière, on est prêt. Alors, jamais on a eu à le faire en course, pour l'instant, depuis les 24 heures 2001, où là, on l'a eu à le faire. Vous avez un système de Stobli ici. Donc, tout est conçu également au cas de problème. En fait, on ne se dit pas, il n'arrivera rien. Donc, on sait qu'on peut avoir un problème d'étrie arrière. Donc, vous avez ici en dessous un raccord Stobli qui permet de désaccoupler. On tourne la partie jaune. Vas-y, je te laisse faire, Alex. Voilà, qui permettent de désaccoupler rapidement l'étrier. Et donc, on n'a plus qu'à 2 vis. On retire l'étrier, on en met un autre et on n'aura plus qu'à réaccoupler ici. On peut carrément enlever le réglage ici. Voilà. Je te laisse le remettre. Ouais. Pardon. Voilà pour ce qui est de la roue arrière. On va passer. Vous avez une question sur l'arrière? Non. Vous aussi, n'hésitez pas à poser vos questions. Finalement, le plus simple. Ça a été inventé, créé au départ par Marcel Garcia, c'est la musique compétition. Il a vraiment été extraordinaire parce que c'est grâce à lui, grâce à notre demande, mais grâce à lui qu'on a pu obtenir un système qui finalement était très proche des usines. Et c'est super parce que du coup, les teams privés, dont on faisait partie, ont pu avoir accès à des pièces qui nous ont permis de lutter face aux montées de l'usine. Ça veut dire que cette pièce-là n'était pas disponible Ça n'existait pas. avant que lui le fabrique? Non. Il est gardé pour eux. Ouais. Mais en fait, il était super parce que d'abord, on avait une Honda avant d'avoir les Kawasaki qui en été équipés. Et sur l'Honda, on avait un monobras. Donc on n'avait pas ce problème-là. Et quand on est passé sur la Kawasaki et après la Suzuki, on a ce système-là. Voilà. Maintenant, on a depuis longtemps. Alors, il a été amélioré après chez nous. On a modifié des codes de pièces, on l'a renforcé, il y a pas mal de choses qui sont faites à notre sauce. Mais c'est le système, en gros, qui est relativement classique en endurance. Au niveau de la roue avant, là, c'est quand même un système qui vient quand même du GMT 94. Donc là, on va mettre la béquille. Donc le pilote arrive. Premier point. Quand le pilote arrive, ah bah tiens Nico, ça tombe bien Mike. Donc Mike va arriver. Oui, Comment? c'est pour serrer le porte-parole. Celui qui bloque le porte-parole. Comment? Vas-y. Christophe, juste une question. Rappelle-nous le temps d'un ravitaillement en course. Bah, pour changer la roue avant et la roue arrière, c'est entre 3 et 4 secondes. Voilà. Après, le ravitaillement lui-même dure à peu près 12-13 parce qu'il en faut 6,5, 7 pour remplir le réservoir. Voilà. Donc entre juste le temps d'arrêt, le petit blocage, la seconde qu'on perd là, la seconde quand on repart, on est à 12-13 secondes à peu près. Voilà. Mais cela dit, aujourd'hui, vous êtes, c'est à la fois bien et moins bien, c'est qu'au niveau de la télévision, on ne compte pas le temps d'arrêt. On compte le temps passé dans la voie des stands. En fait, vous additionnez, donc on voit qu'on a perdu, mettons, 50 secondes, ce qui est à peu près le cas. Parce que vous avez les 30 secondes pour passer la voie des stands. Et là aussi, il y a quand même le pilote qui joue un rôle prépondérant. Il doit être capable d'être pile au limiteur tout de suite et au bon moment. S'il le met trop tôt, bah, il perd un peu de temps. S'il le met trop tard, on prend stop and go. En fait, le pilote, c'est pour ça que j'ai fait venir Mike, c'est qu'en fait, le pilote, il a un rôle... c'est sacrément compliqué, hein, l'entrée au stand. Il faut qu'il fasse... il a le limiteur à enclencher. Il doit penser à s'arrêter en premier enclenché. Il doit penser à couper les phares et le moteur avant de taper la planche. Donc ça fait comme déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'il est sur la voie des stands, il aura table, il vérifie, il regarde son compteur en même temps, des fois parce que ça peut tomber en panne. Et si, encore une fois, on est au-dessus de 60 km/h, c'est un stop and go. Et là, c'est direct. Donc, il est au limiteur. Il voit la planche. Il sait que juste avant de la taper, il doit couper les phares et le moteur en même temps. Il n'y a que lui qui peut le faire. Et s'il les coupe trop tôt, c'est un stop and go. Ou au moins un avertissement la première fois. Mais c'est donc le risque d'un stop and go. Donc, il ne peut pas couper trop tôt.
il doit être devant le box. Clac, clac, il éteint. Il doit descendre avec l'embrayage. Faire attention à ne pas bousculer le mécanicien, donc Sébastien, normalement, qui est là, qui va enclencher la béquille avant. Attention à pas mettre le point mort. Faire attention à En descendant, de ne pas mettre le point mort. Ça, c'est la panne qu'on a eu avec un pilote, qui n'est pas l'un des trois ici, mais c'était compliqué. Si, il y a eu quand même. Si, ça Ouais, va. il y a eu. On peut accrocher le point mort avec la la botte. jambe. Donc d'où l'intérêt de s'entraîner, y compris pour le pilote. Donc il fait attention à se dégager, parce que s'il n'est pas au point mort, s'il n'est pas en première, c'est la catastrophe. S'il oublie ça, le mécanicien derrière, il ne peut plus bouger la roue, on ne la sort pas la roue. Donc c'est pas fini, il enlève le bouchon. Il n'y a que lui qui peut le faire. Donc je pense à retirer le bouchon d'essence. Après, quand il arrive, il a forcément un truc à raconter à son coéquipier qui va partir. Il peut y avoir de l'huile dans le virage 2. Un problème, la moto, si on fait double relais avec l'avant et qu'il y a un petit problème de frein, c'est une petite vibration, ou le pneu, il trouve qu'à la fin c'était pas terrible, il va devoir informer son coéquipier. Donc il va lui raconter plein de trucs. Tout ça en 12 secondes. Aussi, des fois, on fait des modifications aussi électroniques. On dit ce qu'on a fait, comme ça, celui qui arrive après, il le sait en fait. Parce que peut-être que lui, il préfère rouler avec plus ou moins d'électronique, donc on essaie de donner le maximum d'informations pour l'autre, et au moins il le sait, qu'il n'ait pas de surprise en fait en montant sur la moto. T'as pas la radio? Non, c'est interdit. Ah oui, parce qu'en Ouais. retour, on a la radio. Donc tout ça, en fait, quand il est dans la voie descendre, il doit penser à ce qu'il va raconter à Nicolo, si c'est Nicolo qui part derrière lui. Ne pas oublier l'embrayage, ne pas oublier d'enlever le bouchon, de ne pas accrocher Béquille, de la ne pas béquille, tourner de ne pas accrocher le sélecteur, de ne pas garder la main sur l'embrayage. Parce venir taper dans la qu'il n'a pas le planche. droit, il compte parmi les 4. pas faire un Donc stoppie. il a le droit de tenir que tant qu'il n'y en a pas 4 qui touchent à la moto. Donc il faut qu'il le lâche. Dès qu'il voit que la roue sort, il faut qu'il le lâche. Voilà. Et le planche, on vient taper dans une planche aussi. Pourquoi Il faut tu dis bien que c'est une catastrophe s'il se met un point mort? Parce que le prochain pilote, il repart au point mort. Donc du Ah coup, ouais. lui, il va croire qu'il est en première. Donc Il il va va partir, accélérer la moto, il il va va partir faire- dans le vide. Et en fait, D'accord. Donc il du va coup, mettre la nous, on va première. pousser, on va péter la taper boîte. dans la boîte. Oui, parce qu'il va accélérer trop fort, il a l'excitation. Il va Toujours sur la voie de départ, tu rentres pas dans le stand. Bah là, t'es en train de partir, mais si t'es en train de partir, t'as démarré le moteur, t'es au point mort, tu accélères. Du coup, là, tu vas claquer la Non, parce première. qu'on est obligé donc de tu vas couper. être à presque 5000 Quand il arrive dans le stand, on est obligé de couper. Éteindre les phares et couper. Ça peut être catastrophique du coup pour la bonne vitesse. Oui, c'est dans le sens mécanique, c'est pas Exactement. autre chose. C'est Je mécanique. pensais qu'il y avait l'obligation de rester en première par rapport au règlement. Ça va poser deux problèmes d'être au point mort. Ludo, ça D'abord, comme ça on dépend disait, du en circuit. repartant, le pilote d'après ne le sait pas. Et déjà, il va mettre le moteur dans les tours. S'il s'affole, il va mettre la première. Et là, ça fait un grand gloom dans la boîte. Donc, Le si tu deuxième la problème, France, pour prendre derrière, Paul Ricard, t'atteins, tout est libre. t'es pas Ça loin peut des 300 tourner. km/h. un peu plus. En fait, la pièce qui doit rester en place, quand il va retirer sa roue, si on est au point mort, elle va se mettre à tourner. Et là, il fait comment pour remettre la roue? Obligé d'aller chercher le. Le faire à la À main, la main, la main, Sur la c'est. chaîne, c'est hyper dangereux. C'est chaud. Non, c'est interdit. c'est pour une nous. perte de temps. quoi. C'est interdit. Donc ça veut dire que le pilote arrive, il coupe le moteur, il monte la moto, il garde la main sur l'embrayage et dès que le mécanicien met la main sur la roue. et qu'il met que la roue se soulève, il lâche l'embrayage et il se retire. Ouais. C'est ça. Et il enlève son coéquipier pendant tout ça. Et là, il a 13 secondes, 14 Ouais. secondes. Pourquoi vous mettez au moins de... Vous mettez plus de temps, il va vous parler, non? Pardon, il y avait une question après de. Une question de sécurité, on a répondu. Ouais. On doit éteindre le moteur et éteindre les phares pour faire parce le que ravitaillement. j'ai- J'étais en train de dire, sécurité, si on embraye et qu'on est en première, forcément ça va caler. Mais bon, vous avez coupé avant. Et le règlement impose d'arrêter le moteur Oui. et les phares. C'est pour des le soucis règlement. c'est des soucis de sécurité quand on fait le Alors, ravitaillement. le moteur arrêté, éventuellement, il est là qui est boulant dans tous les cas, mais les phares. Il y a de l'essence. Non, mais les phares, il y a Mais le l'électricité. moteur, qu'il soit en marche ou pas, de toute façon, Oui, mais- il lâche leur C'est L'électricité, l'électricité. Non, mais l'électricité qui passe dans le moteur. en fait, changer une roue avec le moteur allumé, c'est très dangereux au niveau de la chaîne, la Oui, ça, transmission, je etc. comprends. Donc, Parce c'est qu'imagine qu'il lâche obligé. l'embrayage, t'as plus le droit. Quoi. Ça, Exactement. ça, on peut comprendre, mais le fait de laisser les phares allumés pour les questions de sécurité incendie, Ouais. sincèrement, enfin, Après, c'est comme ça. c'est C'est normal. la règle. Parce que C'est quand la il pleut, la moto ne prend pas l'eau, elle est étanche. Ouais, c'est Elle est la autant règle. étanche que l'essence. Ouais. Mais bon,
Alors on peut regarder là avec Eric le tableau de bord du pilote. Parce que puisqu'on a expliqué quand il arrive, après il repart. Quand il repart, il a ici le réglage de levier de frein, parce qu'il n'a pas la même main. En plus, Moi je roule très près le frein et David très loin et Nicolas au milieu. Donc en fait chacun fait son réglage de frein. donc là tu peux filmer peut-être en même temps. Si je tourne ici, tu vois le levier de frein qui bouge. Voilà, d'accord. Donc ça, le pilote, alors il sait en général, il passe toujours derrière le même pilote. S'il passe derrière Nicolo, il sait qu'il va ravancer son levier de 2 crans ou 3 crans. Donc il va compter 1, 2, 3. Après, il le contrôle dans la ligne droite. Il vérifie que... Dans la ligne droite, pardon, des stands. Dans la ligne des stands. Il vérifie que, tout en restant à fond avec le limiteur. Donc le limiteur, c'est un bouton qui est là. Ici, donc il va appuyer sur ce bouton-là. Et donc, nous, on appelle ça le ratata. Parce que la moto, elle fait ta, comme ça dans les stands. Et là, il regarde son panneau de sortie. Et dès qu'il a le panneau de sortie, dès qu'il l'atteint, il lâche ce qu'on appelle le ratata. Après, il va aussi modifier, son traction control. C'est marrant. Explique. En fait on peut rentrer dans le menu, sur le bouton bleu en fait, il y a la batterie ou pas? Elle n'est pas penchée. Non. C'est en fait ici là, sur la base, si on modifie les modes, donc ça va modifier en fait. Avec Alex, avant on fait des stratégies, donc on dit mode A, ben, c'est le mieux, mode B, ben, on voudrait moins de puissance ou plus de traction dans tel rapport, et mode C, encore une autre stratégie. Et après il y a mode D, c'est pour la pluie. Et après si on veut, ça c'est pour aller plus vite, et si on veut s'amuser encore plus, on appuie sur le bouton, donc en fait on rentre dans chaque stratégie, donc le traction, la puissance, et on peut tout modifier. Donc des fois, ça arrivait, c'était au bol d'or, moi j'avais besoin d'utiliser moins de traction, mais je voulais la même puissance que mes coéquipiers. Donc j'allais dans le menu traction, je baissais le traction, et quand je rentrais au stand, je remettais le traction, comme ça ils n'avaient pas besoin de le faire. Dans la ligne droite, en fait, c'est sur la ligne droite. Et la ligne droite du Castellet est très longue, donc on a vraiment le temps. Après, moi, quand j'étais en MotoGP, j'avais déjà l'habitude où tu es en bagarre et tu es en train de modifier tes modes dans un virage. Comme ça, tu regardes, tu vois ton tour. Et c'est un mécanisme à prendre pendant les essais, et comme ça, en course, c'est plus facile. J'ai une question. La vitesse maxi avec cette moto, bon, mis à part, ça dépend du circuit. Par exemple, au Paul Ricard, vous arrivez à quelle vitesse en bout de ligne droite? 320, 327. Au Paul Ricard, là, c'était tout seul entre 315 et 320 km/h. Et en aspiration, je crois qu'ils sont montés à 347. Voilà. Il y en a un qui est monté à 347. Voilà. Donc là, on a rebranché la batterie pour pouvoir montrer le tableau de bord. Comme ça, Mike peut vous réexpliquer l'histoire des maps. Ce que tu regardes. Donc en fait, là, vous voyez, il y a marqué Dry 1. Donc si j'appuie là-haut, si je ne me trompe pas, voilà, on passe en Dry 2. Donc c'est l'autre stratégie. Dry 3. Voilà, Après on passe Wet, donc c'est pluie. Ici on passe en mode pluie. Donc on appuie. Alors, il faut revenir en arrière. On revient en arrière, on revient en Dry 1. Et ce qu'on peut faire, donc on appuie sur le bouton menu. Et là on voit, je passe en Power. Donc là je peux modifier si je veux la puissance. Puissance 1, c'est puissance maximum. Et soit moi je vais dans Traction, donc là on est Traction 3, et on peut en mettre ou en enlever. Donc, et après ce qu'il faut toujours penser à faire, c'est revenir, donc on voit que c'est maintenant le Side Control qui s'allume, et on revient sur Dry pour revenir sur le bouton principal. Vous avez également les LED en haut qui vont clignoter, s'allumer quand il n'y a plus d'essence, voyant d'essence. Vous l'avez ici et vous l'avez là, donc il n'y a pas d'essence, c'est pour ça que ça clignote. Vous avez le régime moteur qui est là, bien sûr. Et tout ce que vient d'expliquer Mike, déjà il va essayer de faire tout ce qu'il peut sur la voie des stands. C'est-à-dire quand il repart, il va régler son levier de frein, mettre la bonne map, contrôler qu'il est sur le bon traction control. Et là, après, il arrive sur la voie de sortie et il peut y aller. Et après, ici, là, quand vous roulez, vous avez le chrono qui défile, en fait. Et de l'autre côté, vous avez votre meilleur tour du dernier tour en fait, précédent qui reste affiché. Et nous, souvent, en fait, quand on roule, donc il y a le chrono qui défile. Et sur la piste, on se prend des repères. C'est-à-dire qu'on sort d'un virage. Et en sortant, à la fin du vibreur, on sait, par exemple, qu'on est à 55 secondes. Et si on passe en 54,8, on sait qu'on est en train d'améliorer de 10e.
ou inversement. Ça permet d'avoir, si on prend plusieurs repères sur la piste, de savoir où on en est, ou des fois pendant la nuit quand on n'est pas bien, comme moi que j'ai débuté, ben, j'arrive à savoir dans quel secteur je perdais plus ou moins pour essayer de progresser en fait. Voilà. Maintenant, on peut passer à la partie roue avant. Donc là, normalement, c'est Alexandre qui est à la roue avant. Sébastien qui va mettre la béquille. Donc là, la béquille, la moto arrive. On met la béquille. Là où elle a, donc il met sa béquille et il vient se positionner ici. Donc là, même opération que tout à l'heure. On enlève l'axe, on retire la roue. Là, je jette la roue. Il la jette, on la reprend, on la remet. Voilà. Alors on va relever maintenant tout ça pour expliquer le système. Alors, Je vais la remettre. on va la remettre. Alors déjà, donc l'axe de roue est retiré, il ne s'est rien passé. Alexandre va retirer la roue. Au moment où vous la retirez, vous avez les étriers de frein qui viennent s'écarter, vous avez pu voir, mais ils s'écartent de manière extrêmement précise. Vous avez des ressorts et des butées qui vont les caler exactement à cet endroit-là. Et pour les caler juste à cet endroit-là, c'est beaucoup des heures pour arriver à tout le caler, c'est extrêmement minutieux. La roue, elle est venue se caler, donc on va retirer la roue pour montrer déjà comment ça se passe. Il y a un truc que je comprends pas, normalement, le disque il rentre dans les étriers. Ouais, bien sûr. Oui, mais là pour l'instant, Et ça s'écarte comment? Ça Bah, pousse, dès, ça dès s'écarte. lors, dès lors que l'étrier en fait est sorti du disque, il peut s'écarter. lui, il a des ressorts. Dès qu'on En fait, retire le disque, l'étrier, il veut s'en aller. Tout est calculé pour qu'il dépasse juste un petit peu après. Et En fait, si on fait ça, ça ressort. Ça revient. Ça revient tout le temps. Donc si vous enlevez la roue, automatiquement, l'étrier va sortir. ouais, il est bien là. En fait, c'est le disque est petit, l'étrier est petit, et du coup, tu peux arriver à le sortir de la roue. On va regarder. Hop, et on le pousse. Tu vois. Donc là, en fait, dès que tu sors le disque de l'étrier, voilà, l'étrier Il sort. Et donc on a un premier step sur lequel la roue peut rester positionnée si on veut. Elle n'est plus en place, mais elle est sur un autre endroit. Qui va servir non pas quand on enlève la roue, mais quand on va la remettre. Vas-y, on enlève la roue. Donc là maintenant, on a ce qu'on appelle, nous on appelle ça des skis. Donc ils sont dessinés à l'atelier. Et après fabriqués par Alpha Usinage. Vous avez ici également un champignon, d'accord, qui est là, qui a une cote extrêmement précise, sur lequel, donc cette pièce-là, va venir d'abord se positionner sur premier logement. Il y a un premier logement. Donc en fait la roue, in fine, elle va arriver sur celui-là. Mais dans un premier temps, le mécanicien va la poser ici. C'est une fois qu'elle est posée là qu'il va pouvoir appliquer ses étriers et ensuite renvoyer la roue devant. Donc on va reposer. Donc là c'est le ski, vous avez vu ici la petite encoche sur laquelle on va dire d'abord poser la roue. Vas-y. Voilà, elle est posée là. Donc là il ne s'est rien passé, il l'a juste posée. Une fois qu'elle est posée, il va mettre son genou contre la roue. Il va positionner ses étriers et avec son genou, il va repousser la roue. Et là c'est fait. Maintenant, si on le fait naturellement, il y a des butées, y compris l'étrier. On va les montrer. Ici, hop, ça vient buter contre le bord de la jante. Ici, là. Et du coup, il y a un alignement parfait Voilà. entre les étriers et le disque, ce qui permet de faire rentrer la roue avec facilité. On va rentrer pour le refaire à vitesse normale, pour qu'on voit que ça va vite quand même. Vas-y. C'est pas moi qui le fais d'habitude. Hein. Voilà. Voilà, c'est fini. Voilà. Et vous avez alors une pièce qu'on n'a pas montrée, on va la montrer aussi après. Tu démontes? On enlève la roue, on le garde bien. Ah oui, la pièce en Alors carbone. évidemment, pour expliquer comment tout ça, ça fonctionne, on a besoin d'une rigidité parfaite. En fait, il ne faut surtout pas que la fourche, que le fourreau puisse bouger. D'accord ? Il faut que ça soit vraiment parfaitement En rigide. fait, c'est cette pièce-là qui doit être vraiment bloquée. Ça doit être Parce que bloqué le ressort, complet. le ressort en fait est pris sur cette pièce-là qui permet de faire tourner le carton. Donc pour que ce soit bloqué, on a un garde-boue en carbone qui pèse rien, quelques grammes, Très très light. léger. Et là, vous avez un refort qui est fait maison également, qui est fait à l'atelier, fabriqué par Sébastien. Et là, c'est d'une rigidité, c'est hyper costaud. Cette pièce-là, c'est ce qui assure en finalement tout le système. Elle est en carbone pour des raisons de poids, mais c'est plus résistant que de l'acier.
fait, c'est le support d'étrier qui tourne sur le pied de fourche et non pas le pied de fourche qui tourne. Tout à fait. Ça ne peut pas bouger. Il ne faut surtout pas que ça bouge. C'est l'écartement, c'est la position de la roue, c'est tout. Donc c'est dirigé par ça. Tout est solidaire. Et ça, c'est un système inventé par GMT. Forcément, on n'invente rien. Hein, on s'inspire toujours de quelque chose ou de quelqu'un. Par exemple, pour les étriers, c'est vrai que nous avons été on croit, beaucoup pensent qu'on est les premiers à avoir changé des étriers de frein et non plus des plaquettes. Et là, on va en arriver là d'ailleurs. En réalité, on s'est inspiré de Bolliger. Bolliger qui, en fait, on avait vu ça, alors il mettait un temps fou, mais on s'est dit, mais en fait, il y aurait moyen de faire un truc. Parce que changer les plaquettes de frein, c'était la punition, le stress total. Quand on a gagné les 24 heures du Mans en 2001, on change les plaquettes de frein dans le dernier relais. Et là, on ne sait pas si c'est 1 minute, 2 minutes, si le piston va sortir, va rentrer. Et c'est pour ça qu'on a attendu le dernier relais, parce qu'on était en tête de la course. C'est une histoire d'ailleurs assez intéressante, pour vous montrer à quel point c'était stressant. C'est que c'est la seule photo qui peut exister dans l'endurance. Vous voyez les 3 pilotes casqués autour de la moto. Pourquoi? Sur ce dernier relais, avant la victoire au Mans. Parce que normalement, c'est moi qui dois repartir. Donc j'ai mon casque. Que c'est Nicolas Dussauge qui revient. Donc il est casqué quand il descend. Et qu'on se dit, si on change les plaquettes, comment on va gérer la course? C'est moi qui la gère. Donc Sébastien Scarnato était prêt avec son casque. On s'était dit, si on change les plaquettes, c'est toi qui pars. Parce qu'il ne va pas savoir où il est. Et on jouait contre la Honda d'usine. Parce qu'on était incapable de savoir combien de temps on allait mettre. C'était 1 minute, c'était 2 minutes, on ne sait pas. Là, aujourd'hui, on sait que le changement d'étrier, c'est 35 secondes, point. Si on se trompe, c'est 40. Allez, 45. Vraiment, là... On est moins bon. On parle de 10 secondes. On est moins bon. À l'époque, on parlait d'1 minute, On est moins bon. 2 minutes, voire de tout changer. Donc, c'était hyper intéressant de chercher une solution pour qu'on n'ait plus les plaquettes à changer, mais l'étrier. Alors, le système, il est là, ici. Attendez. Donc, quand on décide de changer l'étrier, on désaccouple ici. Là, on ne va pas le faire si ce n'est pas utile. Vous avez compris, vous avez 2 vis à retirer, vous changez l'étrier, vous remettez l'étrier, vous mettez ça. C'est fini. Voilà. Ça vient de la Formule 1 aussi. Voilà. Alors, c'est vrai que nous avons été les premiers à amener ça. Enfin, en tout cas, amener le raccord Stobli. Le raccord qui va là. De la même manière qu'on a été la première moto à s'équiper de Stobli en van, et maintenant, quasiment tout le monde va avoir ça. En fait, cette idée qu'on veut essayer de gagner face aux usines, il faut qu'on cherche le truc pour essayer de faire la différence. Alors, il y a les pilotes, mais bon, ils mettent des bons pilotes aussi, quand même. Parce qu'on parlait de David Checa, il y a aussi Vincent Philippe, chez notre concurrent, qui est quand même un top aussi. Enfin, il y avait Anthony Delal, qui est décédé l'an dernier, mais qui fait partie des tops, Kenny Forêt, enfin, il y en a quelques-uns qui sont Sébastien Gimbert, enfin, il y a quand même des clients. Et puis maintenant, il y a aussi Randy Depugnet qui, pour moi, a fait une arrivée fracassante parce qu'il a l'état d'esprit aussi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et il y a plein de pilotes. vraiment, non, mais il a eu la même humilité que Mike ou Nicolo en arrivant. Il a considéré que c'était rapide, c'était pas n'importe quoi, et c'est pour ça qu'il est bon. Donc, on essaie de trouver les meilleurs pilotes, mais les autres, ils en ont des fois des bons aussi. Donc, après, des astuces techniques, changer quelque chose, c'est important. Il y a Jo qui me demande, il n'y a pas du tout de purge du coup? Non. Alors, c'est là que, une fois, on avait rigolé, c'était drôle. Parce qu'on avait fait donc on l'a fait. Et puis on a un concurrent, on ne dira pas lequel, qui fait la course d'après. Et là, c'était drôle parce qu'il change la roue, il change l'étrier, tout va bien. Et là, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Ils se sont rendus compte en course. C'était filmé, c'était drôle. Enfin, pas pour eux. Et en fait, l'histoire, c'est qu'ils se sont rendus compte que quand on change l'étrier, le Lucky, lui, pendant que les plaquettes sont usées, quand vous usez les plaquettes de frein, elles se rapprochent. Enfin, la plaquette, la partie métal se rapproche du disque. Et pendant ce temps-là, le liquide de frein, qui est en haut, il descend. Si vous changez les plaquettes de frein, vous repoussez les pistons, le liquide de frein remonte. Mais là, vous ne changez plus les plaquettes, vous changez l'étrier. Donc, le niveau, il reste en bas. Ils se retrouvent sans frein. Donc,
Bah oui, il n'y a plus de liquide. Donc il faut partir avec un bocal, vous l'avez ici. Plus grand. Viens voir. Là, tu peux le filmer. Un bocal qui est très long, qui peut contenir de quoi faire 2 changements. Si on avait besoin d'en faire 2. D'accord, donc il faut beaucoup plus de liquide au départ. Oui, il fallait penser. Mais, non, on ne se moque pas du concurrent qui l'a fait, mais, des autres. mais bon, c'était drôle. Et ça aussi, vous l'avez découvert vous-même à l'usage. Non, ça, Michel, il avait pensé dessus. Michel d'entrée. Ouais, d'entrée de jeu, c'est vrai que ça, on a quelqu'un à l'atelier, on a Michel en préparation de moto qui est quand même assez exceptionnel. C'est vrai C'est un jeu de mots, c'est une maître de guerre. Ouais. C'est quoi le petit amortisseur à droite là, le rouge? Alors ça, alors on le retire pour la course. Vous ne le verrez pas pendant la course, on le retire. Mais pour les essais, on l'a. C'est donc le capteur. C'est le capteur de suspension. Alors c'est une pièce qui vient donc épouser la forme de la fourche et qui va mesurer tout le débattement de la fourche. Ça mesure son débattement, sa vitesse d'enfoncement, sa vitesse de rebound, de détente, La vitesse de compression, compression, détente, ça mesure la tout. position. Ça va sur l'ordinateur, ça fait partie de ce qu'on racontait tout à l'heure avec Nicolo et Mike. Eux, ils vont analyser ça sur leur écran. Ils vont regarder, mais comment ça se fait que Nicolo, il enfonce de 20 cm et moi 19. Hein, bon, j'exagère, mais ça ne joue pas au centimètre, bien sûr. Mais ils vont regarder, tiens, c'est étonnant. On voit aussi à quel moment on prend les freins. Puisque au moment où on prend les freins, le capteur de suspension avant, il va bouger. Donc on sait exactement à quel moment Mike prend les freins et s'il les prend 50 cm, 5 cm, 5 mm plus tôt ou plus tard que Nicolo ou que David. Et on engueule. Parce qu'il est bon. Tu vois, parce qu'il est trop tôt. Parce qu'il est trop tôt. Tu mettrais un banc Ouais, on les change. Sur 8 heures, on les change pas. Sur 24, on les change. Une fois. Mais on a pu les changer 2 fois. Alors, pour le changement de plaquette d'ailleurs, il faut savoir que pour le changement, c'est une question qui est intéressante sur combien de fois on fait le changement. Dans des circuits. Au départ, on a changé. Sur 24. Ça dépend des circuits. Comme je disais on a toujours cherché à essayer d'être différents. Ça n'a pas commencé, mais à un moment donné, c'était les freins. Tout le monde était en Nissin. On a mis des Brembo. On était les premiers aussi. Mais les Brembo, ça n'existait pas pour l'endurance. C'était pas des étriers larges. Mais c'était performant. Ça faisait gagner peut-être 3-4 dixièmes au tour. Parce que le pilote est content, ça freine fort. Et on a fait les calculs. On s'est dit finalement, on prend le risque de changer plus souvent. Enfin, on va changer plus souvent. 2 fois, voire 3 fois la première année. Mais 1 dixième au tour, c'est 1 minute. C'est un tour. Donc 2 dixièmes, 2 tours. Donc on se dit, si on en gagne 3, ça nous donne de la marge pour changer les étriers. Alors c'est pas forcément le bon calcul, parce qu'il y a une autre stratégie qui consiste à penser que moins on intervient sur le plan mécanique, moins on a de chance d'avoir des problèmes. Mais encore une fois, on cherche à être différent. L'astuce qui permettrait de faire la différence. Donc on a été les premiers à mettre des Brembo. Les pilotes étaient super contents parce que c'était plus performant, plus à l'aise. Donc ils gagnent en piste, au chrono un petit peu, pas autant, mais là où ils gagnent le plus, c'est dans les dépassements. Quand tu es à l'aise sur les freins, c'est super. Tu fatigues moins aussi. Parce que tu n'es pas tout le temps forcé sur le levier avec des freins qui sont pas assez puissants. Et puis, il y a maintenant 4-5 ans, Brembo a fabriqué des étriers pour nous. Donc plus larges. Donc on a le beurre et l'argent du beurre. On a la puissance du Brembo associée à la longévité de nos concurrents. Alors maintenant, on n'est plus tout seul avec des Brembo. Mais bon, c'est comme ça. Il faudra qu'on trouve encore d'autres trucs N'hésitez pas à poser vos questions. pour être meilleur. Petite question, parce qu'en auto, toute intervention mécanique, hormis changement de pneus ou refueling, c'est sur la pit lane, mais sinon c'est dans le box après. Là, pareil, quand vous changez l'étrier, vous êtes obligé de rentrer la moto. Non. Non, parce que tant qu'on est à 4, personnes, à l'extérieur, en fait, on peut faire n'importe quelle intervention tant qu'on ne dépasse pas 4 personnes. Et tant qu'on n'a pas mis, tant qu'on n'a pas fait le plein d'essence. Tant qu'on n'a pas rempli l'essence. Tant qu'on n'a pas remis De d'essence. l'essence dedans. On peut faire ça. Alors, le règlement a en effet changé il y a 3-4 ans. Avant, si on faisait autre chose que l'essence et les roues, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'était ça. Si on faisait autre chose que les roues, l'essence, il fallait rentrer la moto au box. Maintenant, c'est fini.
On peut faire ce qu'on veut, changer un moteur si on veut, sur la pit lane, devant le box, à condition qu'il n'y ait que 4 mécaniciens qui interviennent sur la moto. Donc l'intérêt de la rentrée dans le box quand on a un gros souci, c'est qu'on peut être le nombre qu'on veut. Donc c'est vrai que quand vous nous voyez après une chute, le pilote, il rentre la moto directement dans le box. Et ça permet à tout le monde de pouvoir s'activer et réparer la moto. Il y a ceux qui vont changer les roues, les freins, parce qu'on va en profiter pour changer les étriers de freins. On peut les changer à ce moment-là. Si on a fait que 4 heures de course et qu'on est tombé, on va changer les freins. Peut-être que du coup, on gagnera un changement plus tard. Peut-être qu'on n'en changera plus. Donc, chacun est programmé, chaque mécanicien sait exactement ce qu'il doit faire. Quand la moto arrive et qu'elle est tombée, qu'il faut toute la réparer, il y a ceux qui vont réparer les pièces mécaniques et ceux qui vont intervenir sur tout à fait autre chose. Ils vont faire leur boulot. Donner les outils. Voilà, il y a celui qui va passer les outils, celui qui va changer les roues, faire attention que ça reste sous couverture. Faire attention qu'il n'y ait pas des personnes qui rentrent dans le box. Voilà, changer les étriers, etc. etc. Vous êtes combien à ce moment-là, dans le box, ils sont une dizaine. Si vous êtes Après, arrivé, les la personnes fois qui où interviennent sur la moto, il n'y en a que 4, ça ne dépassera jamais 4. Elle a pris feu parce Et que... par contre, il y a toutes les personnes qui peuvent aider, qui donnent Non, les outils. elle a pris feu à cause de la Qui chute. sont là en soutien, exactement. En fait, elle a pris feu parce que dans la chute, c'était un truc de... Là, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Jamais on a vu ça dans une chute. La moto était tombée 25 fois en 2 ans. Et là, elle est tombée et quand la moto est revenue, on ne l'a pas vue. En fait, parce qu'avant qu'elle prenne feu, il y a eu encore autre chose. C'est que le pot d'échappement a tapé dans une durite d'huile. Et donc il vient arracher un tout petit bout, mais de rien, c'était invisible. La moto est repartie comme ça, donc déjà ça a commencé par fumer. C'est ça qu'on a pris un drapeau, je ne sais plus lequel on a pris. La moto est rentrée au stand, et là elle a pris feu. Parce qu'il y avait de l'huile sur le pot d'échappement. Il nous a bloqué. C'était pas beaucoup. Mais... C'est vrai qu'il nous a bloqué là. Non, ça... Enfin, peu importe, ça c'était... ouais, c'était pas le... C'est les plaquettes arrière, On les change pas. Il ne ferait pas ce que j'avais dit. Il ne ferait pas, donc il n'y a pas de plaquette. Voilà. Pas de questions? Je pense qu'il n'y a plus de... À moins qu'il y ait d'autres questions, allez-y. Vas-y. À quel moment vous voyez que c'est quand vous arrivez au stand que vous vérifiez les plaquettes ou c'est le pilote qui... Il y a des trucs qu'on ne va pas dire là. Surtout là. C'est vrai que c'est une très bonne question et c'est pas facile de savoir à quel moment changer la plaquette de frein. J'ai un témoin qui s'allume. Bon, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Joker. Tu me le diras à l'oreille alors. Une question, les pilotes ont le même goût en termes de réglage de suspension notamment. On a parlé tout à l'heure de tout ce qui était traction contrôle, puissance, etc. Mais au niveau de suspension, vous arrivez à trouver un compromis entre vous ou... Il y a des circuits où des fois on arrive, en fait, chacun on demande la même chose. Donc des fois on n'essaie même pas le réglage qu'à valider l'autre. Des fois on est 3, donc on va chacun son tour. En fait la moto, entre le moment où on l'a pris, elle a eu peut-être 3 réglages différents. Et il y a des fois où on n'est pas sûr, donc on préfère vérifier. Mais c'est très rare, sous les 3 quarts du temps, on se demande les mêmes choses. On a beaucoup de chance. Malgré... Voilà, ils ont souvent le même objectif en fait. Ils se disent, ils se plaignent un peu de la même chose et puis au final, ça va dans la même direction. C'est important ça, je pense que c'est une chance. Quand on demande les mêmes choses et que les réglages vont dans le bon sens, on ne s'adapte pas en fait. Ça va de l'avant. Donc ça arrivait une fois, je crois, où on était incertain en Slovaquie. On demandait tous les 3 quelque chose de différent. Un petit peu différent. Et en fait, on a laissé la moto comme ça et on s'est adapté. Mais ça, c'est lié au fait qu'ils sont conscients et c'est là que la confiance en team, elle est importante. C'est que on n'est pas tous d'accord. Les 3 pilotes, parfois sur une suspension, ils ne seront pas forcément d'accord, même si c'est plutôt assez facile. Et puis de la même manière, sur la stratégie du team, sur qui prendra le départ, qui ne le prendra pas, on n'est pas forcément tous d'accord. Mais on sait qu'on a la même idée. On veut tous gagner la course. Il n'y aura rien d'autre qui pourra nous déroger à ça. Il n'y a rien qui viendra polluer ça. Et ça, ce n'est pas dans toutes les équipes. Si vous avez un partenaire technique qui vous impose de mettre ça, donc faut d'abord, mais il faut rouler avec ça parce que tu comprends, on est obligé de rouler avec ça. Nous, on roulera avec ce qui est le mieux. Et le pilote, il le sait. Alors après, on peut se tromper encore une fois, pas se tromper, mais on peut ne pas être d'accord sur
la manière de diriger une séance d'essai. On met un ressort de 9,5 kg ou de 9 kg. Mais celui qui veut un 9 kg, il veut gagner la course. Et celui qui veut le 9,5, il veut gagner la course aussi. Donc à partir de là, il n'y a pas de problème. Il ne cherche pas. Si Mike veut un ressort différent, ce n'est pas pour être plus vite que David ou Nicolo. S'il pense que c'est avec ça qu'on va gagner. Donc il peut avoir un coéquipier qui ne pense pas pareil en termes de solution, mais il aura la même chose dans la tête. Il veut gagner aussi. Donc ils vont s'entendre à un moment ou à un autre. Est-ce que tu peux nous montrer comment se passe le plein avec le Derrick? Alors donc, quand la béquille est de ce côté-là, donc le ravitailleur est en face. Donc là, c'est là qu'à un moment donné, vous avez, alors pendant tout le ravitaillement, pendant qu'on change les roues, le ravitailleur il est là. Sauf qu'il a 30 litres d'essence dans le bidon. On va jusqu'en haut. D'accord? Donc il a 30 litres à bout de bras. Déjà là, il est vide, c'est lourd. Il a 40 kilos. Bah là, il y a 10 kilos déjà. Donc, vas-y, tu peux le poser 2 minutes, parce que pendant ce temps, donc là, vous avez le ravitailleur avant, ravitailleur arrière, les deux pilotes qui discutent. Et moi, alors c'est le seul rôle que j'ai à faire, je fais rien en fait, vous avez pu le voir, hein, mis à part. Moi, je fais rien du tout, mais j'ai une oreille à gauche, une oreille à droite. L'oreille gauche, elle va entendre le pétard, donc le pistolet gauche qui claque, clac, clac, clac. Donc là, je sais que c'est serré. Et à droite, j'entends le pistolet de droite qui va claquer également. Tant que ça claque pas là et là, je peux pas dire au ravitailleur de mettre le. Et pendant tout ce temps-là, on est obligé de le porter au-dessus. Donc on entend clac, clac, clac. Des fois c'est en même temps. Donc en même temps il y a l'œil. Et puis en même temps ils me font un signe. Ils lèvent le pistolet comme ça. Parce que si on devait mettre l'essence pendant les roues, c'est même plus un stop and go. La moto doit rentrer dans le box. Là, c'est la punition. Donc une fois, alors moi je vais faire ce signe-là. Donc je le fais. Et là, je regarde, je vois descendre l'essence, là, donc on a 25, mais j'attends jusqu'au bout, et on va la voir ici refoulée. Dès qu'elle revient là, je fais ça, il retire et le pilote monte sur la moto. Le pilote qui prend le relais, il met le bouchon. C'est le pilote qui met le bouchon. C'est le pilote qui doit remettre. Protection de vanne, c'est obligatoire. Il fait ça, et il monte en même temps. Ah d'accord. Il appuie dessus. Et le type Et en cas de chute, en fait, il n'y a pas de cailloux ou quelque chose qui rentre. Et du coup, ça peut s'ouvrir. Non mais Il est fort. C'est fort. Ah oui, parce que s'il y a un problème, c'est pas il faut. Enfin, tous les jours, il faut une vingtaine de pompes. Ça peut pas Le être ravitailleur est costaud. Il est costaud. Toi, l'espèce de chèvre qui soutiendrait ça. Forcément, il est costaud. On a essayé plein de trucs, c'est la meilleure solution. C'est les bras de l'homme. Donc là, c'est Stéphane. Alors, ce système-là, là aussi, on était les premiers à l'amener. Stobli, c'était en 2004, on a été champion du monde dès la première année avec eux. Et donc, on a des systèmes fabuleux. C'est de la très, très haute technologie. Ça vient de la voiture. 24 heures du Mans en voiture, c'est ce que vous avez. Le gros avantage du système, c'est la fiabilité. On n'a jamais à réviser, sauf en fin de saison, par acquis de conscience. Mais il n'y a pas une goutte d'essence qui sort du système, il n'y a rien. C'est la propreté parfaite, c'est la garantie que l'essence rentre dedans. Il y avait un défaut jusqu'à cette année, c'est que c'est un peu plus long que ceux qui faisaient des vannes prototypes, mais beaucoup moins dangereux, surtout pas dangereux du tout. Donc on a toujours conservé ça. Et maintenant, le temps de remplissage est compté, c'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre de l'essence à la vitesse qu'on a envie parce que c'est devenu affolant et dangereux. Il y a des motos qui ont pris feu au ravitaillement. Donc il y a un diamètre de 40 mm qui maintenant est imposé. Donc une bride, ce qui fait qu'avec du Stobli, maintenant, on ne va pas moins vite qu'un autre système. Mais de toute façon, on allait, ce qu'on perdait un peu en temps de remplissage, on le gagne, en fait, on n'a qu'une vanne. C'est plus facile à mettre. De toute façon, c'est, je pense, le système qui nous a permis quand même de faire la différence pendant longtemps. L'essence, c'est la même que tu trouves dans les pompes à essence classiques? Ça dépend. Ah non, non. L'essence, il y a de tout. Hein. Au 24 heures du Mans, on doit utiliser celle des cuves qu'il y a en dessous, c'est obligatoire. Donc c'était de la Shell. Là, ça a passé Total. Donc c'est une essence particulière, mais on doit s'y adapter parce que la première, enfin il y a 4-5 ans, c'était compliqué parce que c'était l'arrivée de l'éthanol. Et les joints des rampes d'injection n'étaient pas conçus pour ça, c'était fait pour les voitures. Ça fait qu'on adapte, c'était compliqué, il y a eu des tensions. Quand on est
à Suzuka, au Japon, là on a une super essence obligatoire. Quand on est en Allemagne, en Slovaquie, au bol d'or, elle est libre. Mais on utilise toujours des essences qui ont comment dire, on permet d'avoir une stabilité, donc un taux d'octane de 100, qui permet d'avoir une stabilité. En fait, il faut aussi des essences parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ce qu'on appelle des cartographies, des maps moteurs, et elles varient en fonction de la qualité d'essence qu'on met. Et avec une même marque d'essence, de l'essence simple du commerce, vous avez comme des variations. Et qui du coup vont se retraduire dans les réglages de la moto. Donc on cherche forcément des essences qui permettent de stabiliser. D'avoir toujours la même qualité d'essence. Et où est-ce que tu trouves une indice 100 octane? Maintenant on la trouve à la pompe chez Shell. Je peux le dire parce que bon, on n'est pas sponsorisé par Shell, hein, mais juste Shell, on va à la 98 de la pompe. C'est de la 100. Et c'est de la 100. Et celle-là, elle est vraiment top maintenant. Ouais. Donc quand on n'a pas l'essence du circuit, on prend cette essence-là. Et alors peut-être qu'il y a d'autres essences, d'autres fabricants. Mais nous, on sait que celle-là, ça marche. Je vais y aller pour ma Quand BM. Vous moi. avez l'essence du circuit, tous les réglages que vous avez faits, ça perturbe, non? Mais de toute façon... Après, on est tout le là, temps en train de chaque fois, corriger, de régler. Là, parce que là, on vous a montré des trucs, mais déjà, le réglage de la béquille Là, je l'ai remodifié Hier. juste avant d'ailleurs. et avant est différent en fonction de chaque circuit. Vous avez des circuits avec la pitley, enfin la boîte des stands qui est comme ça. D'autres, elle est comme ça. Au bol d'or, elle est même de travers. Donc on a une béquille Donc spéciale. là, pour le si vol. par exemple, là, la béquille est réglée comme ça, on la met au bol d'or, la moto derrière, elle porte que sur un côté de la béquille arrière. Donc en fait, on est obligé de régler la béquille arrière, la béquille avant pour que la moto elle soit droite. Quand les pilotes ils arrivent, ça ne leur surprenne pas quand on met la béquille. C'est Quand, vraiment. hier soir, on était à très table, important. on en a rigolé parce que on a insisté pour dire surtout préparez-vous, préparez-vous. Ils ont passé un moment là avant de faire ça. Parce que pour que la roue soit juste là, il fallait qu'ils le préparent. Parce que si elle est un peu plus basse, elle sort Elle plus. sort pas. C'est pour ça que vous faites des marques au sol. Après. Bah, après, on a voilà, tout est quadrillé, tout est réglé. On sait que la béquille elle va aller là, la béquille arrière va aller là. On sait où les roues vont arrêter, où la moto va s'arrêter. Voilà, c'est vraiment tout est. Voilà, tout est réglé. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Parce que sinon, forcément, parce que c'est la planche qui calibre vraiment tout. Donc si la planche n'est pas au bon endroit, du coup nous on est tous décalés. Donc ceux qui sont prêts pour les pétards, ils vont pas être en phase, donc il va falloir qu'ils se décalent, et ainsi de suite. La béquille ne va pas être au bon endroit. Tout le monde va être obligé de corriger et là on va perdre du temps. Simplement. Plus l'éclairage. Il faut régler. On règle les éclairages, mais ça à la limite, ça nous concerne moins, c'est pour les pilotes. Non mais l'éclairage du box pendant la nuit, oui, on fait attention. Non mais l'éclairage extérieur, c'est aussi important. On fait attention à ce que l'éclairage ne soit pas derrière une personne, que ça éclaire vraiment l'endroit où on a besoin. On fait vraiment attention à tout ça. Parce que là, c'est des phares d'origine. On utilise les optiques d'origine. Mais dedans, il y a quoi? Ah ouais. Il n'y a pas de. C'est l'éclairage plus puissant. Si ça existe, mais après, voilà, ça peut être des complications aussi au niveau électrique. Ouais, finalement. Donc, ça fonctionne très bien. Donc, quand ça marche, on garde. Et puis je pense qu'il faut rappeler que les chiffres éclairés sont obligatoires aussi. Oui, exactement. Sur la 2 jours selle, et maintenant, les feux sont obligatoires 2 jours et 2 nuits. Et les feux de le numéro 94 est également éclairé, c'est obligatoire. Alors ça doit être éclairé pour la nuit, mais nous c'est couplé avec les phares, donc on allume tout en même temps et c'est pas vilain. Et puis le 4, il fait 1, c'est ça aussi. Et puis on voit le 1 à travers les 4 par rapport à ce matin. Oui, parce que quand tu te mets là, à l'écran, tu vois le 1. De puissance, de vitesse, La puissance de la moto sur notre banc, c'est 220 chevaux, Alex, 225 chevaux. D'origine, elle en fait 190. Ça peut en clair, on gagne 35 chevaux. Sur notre banc, parce qu'il faut comparer un banc par rapport à un autre. Vous mettez une moto standard, elle fait 187, 188 chevaux. Et là, on est à 225. Le poids, 175 kg, sans essence, avec tout le reste. Et vitesse de pointe au circuit Paul Ricard, c'était 320 km/h régulièrement. Et ça peut monter, la vitesse de pointe, c'est 347. Je ne sais pas quel pilote l'a fait sur l'aspiration. Donc ils sont souvent à 330, 325. David, des fois, 318, il rouspète. C'est la position du pilote. le gabarit. Le pilote rentre en ligne de compte. Il y a des pilotes qui ont des vitesses de pointe plus élevées que d'autres.
Avec la même machine. avec la même moto. Et parfois c'est agaçant. Hein. Moi, je me rappelle très bien, avec Scarlato, c'était 10 km/h plus vite que tout le monde. On essayait tout, de se coucher, de tout, passer les rapports pas pareil, et c'était comme ça. Bon, voilà. Donc, il y a la puissance qui rentre en ligne de compte, mais il y a aussi le pilote, sa façon de passer les rapports, son gabarit. Dernière question. Là, on n'a jamais trouvé l'explication. Et puis, on a aussi étudié donc, nos carénages, parce qu'on est à l'origine des moules du carénage, c'est fait à l'atelier. La moto est faite intégralement, enfin, tout est dessiné intégralement à l'atelier, tout, mais tout. Il n'y a aucune pièce factory, d'usine, prototype, zéro. On a les pièces du kit, la boîte de vitesse, les arbres à cam, etc. Et les pièces d'origine. Et après, c'est tout dessiné, ou dessiné et fait à la maison, ou dessiné et fait par des partenaires. Donc le carénage, il est dessiné, le moule est fait chez nous. Maintenant, on a un fabricant qui nous les fait en carbone autoclave, c'est de la Formule 1, MotoGP. Donc on les a c'est super. Mais on a aussi un partenaire avec Danielson Engineering, qui est une soufflerie. Et donc on peut aussi passer en soufflerie, mettre des scotch, etc. et essayer de déterminer comment on pourrait gagner 2-3 km. YAM ne t'oblige pas d'être vraiment des pièces, des carénages vraiment à la forme de... Alors, première réponse... Ils ne se verrouillent pas sur certaines... YAM n'a pas à verrouiller. Nous, on est un team indépendant. Donc Yamaha, on est soutenu, vraiment super bien soutenu par Yamaha. On a un budget et c'est grâce à Yamaha qu'on peut payer les pilotes. Voilà. Mais après, on achète nos motos. La base de la moto, elle est achetée chez le concessionnaire des deux roues, qui est notre concessionnaire historique, parce que c'est près de Michel Pucarol et c'est près de... Et partenaire de la Mutuelle des Motards. Mais il me semble que la fois, tu nous avais dit qu'il y a certaines écuries qui utilisaient des pièces usines, qui testaient des pièces usines. C'est le Yard. Après, vous avez... Non, en fait, on expliquait depuis tout à l'heure, on se bat, nous, contre les machines d'usine. Le Yard, c'est la machine factory. Donc là, ce sont des pièces prototypes auxquelles nous n'avons pas accès. L'électronique, tout, la moto du Yard, on n'y a pas accès. Nous, c'est Yamaha Europe. Yamaha Europe, c'est le vendeur de motos pour les importateurs français, européens, enfin italiens, espagnols, etc. Donc, Yamaha Europe, c'est le marché, les ventes de motos. Donc, du budget marketing, on a un budget grâce à Eric Dessel, qui est avec nous depuis, c'est fabuleux. D'abord Jean-Claude Olivier, puis Eric Dessel qui a pris le relais, qui est derrière nous et qui a dû se battre. Parce que justement, il y a une Yamaha Factory. Donc pourquoi le GMT 94 ? D'autant plus que GMT 94, nous avions refusé ce que proposait Yamaha Factory. On nous l'a proposé, ce qu'ils ont. Il n'y a aucune amertume. On n'en voulait pas parce qu'on ne choisissait plus les pilotes, on ne choisissait plus les pièces, le programme sportif, c'était plus la même histoire. Donc là, c'est génial parce qu'Éric Dessel, il a compris que même commercialement, d'abord c'est un passionné de course, mais il aime ça. Mais en même temps, il dit, si c'est une moto qui sort chez le concessionnaire qui gagne des courses, pour nous, c'est pas mal. Donc, et puis les Japonais sont quand même extrêmement respectueux, ils ont beaucoup d'allure. Et quand on gagne Le Mans et qu'ils font deuxième, ils viennent nous voir, enfin c'est super. C'est super, ce qu'on vit là, c'est extraordinaire. Donc, et ils viennent regarder ce qui est dessiné, il peut voir le travail qu'il y a sur cette moto. Il y a énormément de pièces, de moules. Des moules de pièces en carbone, il y en a plus de 40. Là, toutes les pièces qu'il y a, c'est énorme. Et donc, voilà, tout est conçu à l'atelier par Michel Guerre. Après, c'est réalisé, c'est mis en place par Alexandre, par Benoît, par Sébastien, par Grégory. On a mis aussi... on a des mécaniciens qui sont vraiment super impliqués et qui construisent cette moto. Et c'est donc une moto qui change entre chaque course. C'est jamais la même. Celle que vous voyez là, c'est celle qui est championne du monde. 2017, qui a gagné le bol d'or. Si on vous met à côté la nouvelle, c'est pas la même. Ah oui. Oui. Oui, il y a plein de choses qui changent. Ça te fait pas peur de tout changer quand tu sais que t'es Mais quand tu fais un air de cadre qui pèse 155 grammes, le prochain, il faut qu'il fasse 150.
C'est un peu comme quand tu fais un Mais en régime. attendant, tu fais la course parce que tu as que celui-là, donc tu les mets tous, on les fait. Et après, ah, bah, j'ai une idée, on pourrait gagner là 5 grammes et on les gagne. Et ça change pour la course d'après. Ça peut être sur des bêtises, sur pas grand-chose. Mais Ça se voit pas forcément à l'œil. on ne peut pas imaginer, les concurrents, ils ne nous laissent pas tranquilles. Ça va tout le temps plus vite. Et c'est pas plus simple de trouver du poids sur des pilotes? L'électronique, ça change aussi en permanence. Le réglage de suspension, il n'y a pas forcément des pièces que vous changez. Le pilote, il va dire, mais là j'ai une idée, il faudrait qu'on mette... Et si on mettait moins d'huile dans la fourche ou un peu plus aussi, et si on mettait un ressort de là, parce que quand même, en regardant les datas, j'ai regardé avec Nicolo, on a trouvé que, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer ça? Et donc on va essayer ça, sans changer de pièce, mais donc la moto n'est plus la même pour eux. Parce que vouloir changer 1 kg sur un ressort à l'avant, c'est plus la même moto pour le pilote. C'est sûr. Il y aura un intérêt à mettre du carbone partout, comme la BM là, qui vient de la HP4 avec du carbone. Est-ce que là c'est juste un cache là? C'est une protection. Protection quoi. Pour les chutes. C'est sûr qu'on est un peu tendu parce que nous, on pense à ce qui va nous arriver. En fait, je pense que l'art de l'endurance, c'est d'essayer de répondre à tous les problèmes qu'on va rencontrer. Donc c'est une protection qui n'est pas un avantage, c'est du poids. Le yard ne la met pas. Le yard, c'est pas pour gagner la course. Alors nous aussi, on se dit que bon, pour la gagner, c'est bien de la finir. Donc maintenant, il y a le pour et le contre. Qui a raison, on ne sait pas. Cette année, c'est nous, parce qu'on a gagné toutes les courses devant eux. Mais bon, on nous démontrera peut-être le contraire la prochaine fois. Donc c'est pas... On part avec 4-5 kilos de plus qu'eux. Bon, on est d'accord que la moto, à l'origine, le règlement impose que le cadre soit celui d'origine. Exactement. De la moto de Ah oui, il ne série. peut pas y avoir un cadre. Ni le moteur aussi, enfin, du moins les carters moteurs. Les carters moteurs sont d'origine. Ouais, sont d'origine, le carter moteur cadre, bon, pas les suspensions. Exactement. En les roues. factory, En on fait- peut imaginer que tu as accès, quand tu es factory, parce que ce que tu dis, c'est vrai. Et il y a hors de question d'imaginer qu'il peut y avoir de la triche à quelque niveau que ce soit, et je le dis à 100%. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute là-dessus. En revanche, quand tu es factory, que tu as accès à toutes les pièces, qu'il y a 10 000 pistons, tu prends les 4 qui sont exactement pareils, Le même poids. au gramme près. Nous, on ne peut pas. Tu le fais. Tu le fais en sorte. On n'a pas le droit de toucher le piston. Tu n'as pas le droit le modifier. d'enlever de la masse pour Non. l'équilibrer. C'est interdit. Ah, donc tu peux avoir des pistons de poids il différents faut en avoir- sur la même emballage. Alors, Michel le fait, on le fait comme on peut. Oui. Mais On ça en peut a- pas être, ça peut de toute façon pas être aussi équilibré que si tu es factory, que tu n'as pas 20 pistons comme on a à l'atelier ou 30, et si tu en as 10 000. Et c'est des pistons d'origine Yamaha. Mais là, je te parle des pistons. Oui. Oui. Je te parle des pistons, mais c'est valable pour toutes les pièces. Ah oui, le vilebrequin, Tout. les bielles, tout. Tout. Il y a forcément des pièces qui sont peut-être un petit peu meilleures que d'autres. Il y a Sur, des codes de sur un lot de tolérance. 10 000, Sur toutes les pièces, on a ce qu'on appelle des codes de tolérance. Il y a des codes. Quand tu présentes les pièces à la Fédération internationale, tu dois dire voilà, la cote du piston maximum c'est ça, minimum c'est ça. Donc la FIM apprend ça. Quand elle te démonte ton moteur pour le contrôler à l'arrivée d'une course, Ça doit être ça. eh ben, tu dois être dans les codes De que tu as tolérance. donné le constructeur. Le constructeur, il a envoyé des codes, donc lui, il peut se mettre au mini tout de suite, surtout. Ou au Donc maxi, si donc c'est ça veut plus dire que intéressant. au maxi. tu as quand même, quand tu prends la moto chez le concessionnaire, tu as le risque d'avoir une moto qui, par malchance, ait des pièces totalement... Non, là on est dans le La détail. qualité des motos au départ, Il faut elle est comprendre, bien, mais bon, vous, ça vous peut avez arriver. pu voir ça que peut la être que, quoi. différence entre notre moto et celle de Yard, elle n'est pas... c'est même pas énorme. Et même, enfin, nous, on trouve même qu'elle est bien, notre moto. Enfin, c'est ce que disent les pilotes. Bon. Donc ça ne joue pas non plus sur énorme. Après, ce sera plus sur l'électronique. Voilà, sur des systèmes d'électronique et de choix techniques. C'est-à-dire qu'on peut aussi, parce qu'on a quand même des libertés dans le moteur, on peut comprimer comme on veut. D'accord. On peut mettre des abracams. Ça, par contre, vous avez le droit. Donc là, il y a ceux du kit, puis après il y a des factories, on ne sait pas comment ils sont faits. Mais ils sont peut-être plus performants, mais peut-être pas aussi fiables. C'est toujours ces questions-là qui se posent. Et si on n'a pas voulu, nous, avoir la situation d'Yard, c'est parce que derrière, eux, l'objectif des Japonais, c'était de préparer, et ils ont réussi. Au moment où on est venu nous chercher, c'était pour gagner les 8 heures de Suzuka. Ils préparaient leur affaire. Et ils ont gagné 3 fois d'affilée. Donc ils l'ont réussi. Le Yard n'a pas réussi parce qu'il a fallu qu'il casse, qu'il démontre ce qui marche pas. On a envoyé la moto
valider toutes les solutions qu'on a utilisées à Suzuka pour faire une course de 8 heures. C'était pas notre, on voulait pas nous, voilà, c'était pas notre objectif. Bon. On va clôturer la journée du coup. Eh bien, merci à Merci. tous. Merci à vous. Non, de loin, on l'a vu, c'est Eric Garcia, le manager de Mike, au cas où, voilà, comme il était de loin. Il peut signer aussi des Voilà, dédicaces. oui, il fait des dédicaces aussi, vous voyez. Voilà. Voilà. Bon, allez, bonne fin de journée. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.